Donc voici la deuxième partie du module sur les processus cognitifs, va évoquer le corps et l'esprit. Donc en effet, les nouvelles avancées en neurosciences ont permis de faire le lien qu'il y avait entre les processus neuronaux et les processus cognitifs et le lien avec notre corps. Alors pour commencer cette analyse et déconstruire en fait certaines idées reçues qu'on peut avoir en fait, on peut établir un premier parallèle avec la mythologie grecque qui parle de l'éther. En fait, en gros, et ça c'est une logique en fait, on va dire assez ancienne qu'on peut avoir, l'éther en fait était quoi? Était l'air que respiraient les dieux. En réalité, c'est tout ça pour dire que dans l'esprit, le mot esprit correspond intrinsèquement au fait que il n'y a pas en fait de lien avec le corps, que l'esprit est au-dessus des choses. Or, en fait, on va voir que cette perception qu'on a que de l'esprit naît des processus mentaux n'est pas une réalité physiologique, n'est pas une réalité cognitive. Comment cela procède-t-il? En gros, il faut se dire qu'un processus mental évolue en fonction de la nécessité fonctionnelle de l'organisme. Que ce soit par rapport à la faim, par rapport à la peur, par rapport à la fuite, par rapport à toute notre éducation depuis que nous sommes enfants, fait référence à des situations qui ont une nécessité fonctionnelle pour l'organisme. Donc, lorsque notre cerveau va s'organiser, les processus mentaux prendront en compte l'état successif du corps. C'est pour ça que l'éducation des enfants est si importante. En tout cas, les processus cognitifs qu'on met en œuvre et qu'on développe lors de leur développement, c'est justement le moment où leurs processus mentaux sont modelés. Et pourquoi les traumatismes sont très importants pour les enfants et que justement ces traumatismes ont des effets à très long terme, c'est justement que ça structure le cerveau d'une certaine manière. Une fois qu'on a défini ça, on prend conscience en fait que l'environnement a un énorme impact sur nos processus mentaux et ne sont pas simplement le fait de l'esprit. Et effectivement, ces processus mentaux activent des circuits neuronaux. Donc, ces circuits neuronaux élaborent, et donc ça c'est très important, une représentation de l'organisme. L'idée c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en réalité, dès que vous commencez à penser à quelque chose, c'est toujours en référence à notre corps. C'est-à-dire que notre corps, ou en tout cas une réalité physique, que ce soit en termes de distance, la notion de loin et de près, elle est toujours, même si elle est aujourd'hui plus virtuelle, elle est toujours faite par rapport à l'organisme, mais également à des concepts plus abstraits. Et donc, on a toujours cette représentation, et donc le fait que cette représentation, elle affecte les processus mentaux. Et comment cette représentation elle est faite? Elle est faite en fonction de notre environnement physique et socio-culturel. On ne va pas forcément, un concept par exemple d'un animal, se représenter de la même manière en fait, suivant effectivement le contexte socio-culturel et même notre environnement physique. Est-ce qu'on était au contact plus ou moins de ces animaux? Est-ce qu'on les a vus simplement à la télévision? Est-ce qu'on les a touchés en réalité? On ne va pas se représenter de la même manière en fait ces représentations. Et ça affecte les processus mentaux. Donc tout ça pour dire que les processus mentaux ne sont pas simplement des vues de l'esprit en fait qui s'entraînent eux-mêmes, mais c'est en fonction de l'environnement qui vont modeler des représentations que se fait l'organisme de son environnement. Et cette représentation-là affecte directement les processus mentaux. Et là, ce qui est important à retenir, c'est que le corps fournit au cerveau davantage que ses moyens d'existence et de modulation de ses activités. Il fournit surtout le contenu faisant intégralement partie du fonctionnement mental normal. Notre fonctionnement mental est lié à notre corps. Et ce qui est assez, fascinant, c'est le fait de se dire qu'on a un système automatique de marqueurs somatiques. Donc les marqueurs somatiques, on va bien les définir ensuite, mais c'est des marqueurs en fait qui sont liés à l'état du corps somatique. Or, lorsque vous activez un processus neuronal, ce qui est très important, c'est que vous n'avez plus besoin, une fois que vous avez vécu cette situation avec le corps, cette représentation, elle s'inscrit dans notre cerveau, et donc vous n'avez plus besoin de ressentir l'émotion, ressentir en fait exactement ce que vous avez perçu. En tout cas, le cerveau n'a plus besoin de regarder ce que pense le corps, parce qu'il a eu l'habitude par son environnement
il a mémorisé le fait que son corps réagit de cette manière-là. Et ça modèle nos processus neuronaux, nos réactions spontanées, conscientes et inconscientes. Donc ça, c'est très important à prendre en compte que, effectivement, nos émotions, nos perceptions et notre environnement affectent énormément nos processus mentaux. Et que notre relation au corps va modeler après durablement, même si on en a pu après, vu que c'est une mémorisation de ces marqueurs somatiques, va affecter ces processus-là. Donc, si je continue, le système de marqueurs somatiques est très important en fait par rapport à la rationalité que nous allons fonder. Ce qui est important, c'est de se dire que ces marqueurs somatiques, elles ont un enracinement biologique, comme je l'ai dit, c'est qu'à un moment on se retrouve avec son environnement et effectivement le cerveau réagit par rapport aux réactions de notre corps. Et l'idée, et qui est très primaire en fait et qui vient depuis très longtemps, c'est que ça permet la survie dans le temps dans la société où les marqueurs somatiques ont été développés. Effectivement, en fonction du contexte socio-culturel et en fonction de l'environnement physique que vous allez développer, vous allez produire une rationalité conforme aux conventions sociales et aux règles éthiques en vigueur. C'est qu'en gros, vous allez savoir que tel comportement est approuvé par vos pairs ou désapprouvé par vos pairs. Et ça a une réaction physique après. Effectivement, vous pouvez être récompensé, vous pouvez être, ou soit au contraire, vous pouvez être sanctionné. Et ça va avoir un impact en fait sur la rationalité et donc sur les marqueurs somatiques. Quels comportements sont adaptés aux conventions sociales et aux règles éthiques en vigueur. Et là justement, on fait le lien après avec le point de départ, c'est-à-dire que la culture, notre société a une norme de la rationalité et l'idée c'est justement qu'il y a une adéquation entre ce que va produire l'individu, donc entre son environnement, et comment il va pouvoir s'adapter à cette rationalité qui est indispensable pour pouvoir vivre en société. Et justement, pour faire le lien avec les élèves, ce qu'on pourrait poser comme question, c'est dans certaines décisions, certains raisonnements, certains comportements des élèves, comment prendre en compte l'inadéquation entre cette rationalité, entre guillemets, et celle attendue par la société. C'est-à-dire que les manières de raisonner ne sont pas simplement des problèmes déductifs ou des problèmes c'est pour ça que je parle de décision, de raisonnement et de comportement, ne sont pas simplement des problèmes de raisonnement pur, mais sont liés à des problèmes comportementaux des fois plus larges. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et que chaque personne possède sa rationalité propre. Pour lui, ce qui est conforme ou pas conforme aux conventions sociales. Et donc justement, en cas d'inadéquation, il faut expliquer un autre mode de pensée. Effectivement, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez l'habitude de penser d'une certaine manière, ce n'est pas en vous disant de vous comporter d'une autre que cela va fonctionner. Et cela a une application sur les pratiques. En effet, si vous voulez modifier le comportement des élèves pour les rendre plus adaptés en fait à la société et raisonner d'une certaine manière, surtout cette rationalité en fait déductive qu'on veut faire adhérer aux élèves, elle est effectivement basée sur une logique déductive et de logique, mais elle doit être aussi associée à l'état du corps. C'est-à-dire qu'on doit penser également à mettre l'élève dans des dispositions sur lesquelles, lorsqu'il va mettre en œuvre ces mécanismes, ces marqueurs somatiques seront positifs et donc va l'attirer en fait à développer ce type de logique et pas aller vers la facilité ou vers certaines émotions dont il a l'habitude d'avoir dans son comportement habituel. Et donc c'est effectivement changer également ces marqueurs, ces stimulateurs pour pouvoir s'orienter vers plus de raisonnement. Donc ça, c'est une part qu'on ne prend pas forcément conscience en fait et de l'implication que peut avoir les marqueurs somatiques. Donc le lien avec l'espace global de travail, si on part sur cette hypothèse-ci, c'est que effectivement, vous avez un système d'évaluation. Le système d'évaluation, c'est le système des émotions, du raisonnement qui va être mis en œuvre. Et un système de mémoire. On va mémoriser des états somatiques. Et là, lorsqu'on fera ça, on va mettre en adéquation certaines émotions, certains raisonnements avec certains marqueurs somatiques. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir engendrer en fait une dynamique positive où les émotions, en tout cas la manière la rationalité de l'élève sera au service de son analyse, de ses raisonnements et de sa mémoire. Donc c'est très important aussi d'associer à cette logique uniquement sur le raisonnement, une logique de comportement, vu qu'on sait que le corps réagit en fait par rapport à ça et a un impact sur le raisonnement et la décision. Maintenant, passons à une analyse
un peu plus élaboré sur la notion de présent. Ce qu'il faut se dire, c'est que le corps fait toujours référence à son passé. Donc on verra qu'il existe une mémoire épisodique, c'est-à-dire qui fait référence en fait à certains épisodes chronologiques dans la vie. Fait référence à l'avenir. Nous faisons des projections par rapport aux représentations de l'esprit, comme on l'a montré précédemment. Donc on utilise nos représentations et on le projette dans l'avenir. Et la notion de présent est une notion en fait qui est assez compliquée. Et j'ai repris une citation de Blaise Pascal qui dit « Nous ne pensons point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. » Donc en réalité, le présent n'existe pratiquement pas pour l'être humain. Alors je m'explique après par rapport à ça. Justement, on va voir ce que ça implique, le fait que le présent n'existe pas vraiment pour l'être humain. Pourquoi ? Lorsque vous devez prendre une décision, ça implique en fait de connaître certaines choses. Il y a 3 choses qu'il faut connaître. Premièrement, la situation demandant qu'une situation soit prise. En gros, c'est une forme de contexte. On doit connaître l'ensemble de la situation, une forme d'énoncé, ça peut être un problème. En tout cas, dans tous les cas, il y a une situation qui demande qu'une décision soit prise. Une fois que vous avez ça, il vous faut également différentes options possibles. Une fois que vous avez cette situation, vous élaborez des options. Or, ces options ne sont pas prises par hasard, elles sont prises en référence à votre passé et à votre futur. C'est là où j'en viens, où même dans la décision, le présent n'existe pas. C'est effectivement, vous êtes toujours projeté dans l'avenir, ou soit vous faites référence au passé. Et les références dans l'avenir, c'est regarder les conséquences de ces options pour l'avenir. Quand vous dites « je vais faire quelque chose », si je fais ça, il se passera ça. Donc, on va essayer de regarder ce que ça implique pour le décideur de travailler sur ces 3 axes. Premièrement, la situation demandant qu'une décision soit prise. La neuroscience cognitive parle de générateur de diversité. C'est-à-dire qu'une situation, un contexte, un concept, n'importe quel concept en fait, va vous générer, par rapport à votre corps, ce que vous avez vu comme expérience, donc là c'est référence au passé, des images et des connaissances. Si je vous demande par exemple de faire référence au mot baleine, vous allez avoir des images dans la tête de baleines qui vont arriver. Et effectivement, tous, on va avoir des images différentes de ce que c'est une baleine. C'est la même chose pour une ampoule, ça peut être en tout cas n'importe quel concept qu'on va évoquer, relatif au fait, surtout quand on le colle au fait, on va chacun avoir une représentation un peu différente. Donc ça va générer une représentation, et cette représentation, elle n'est pas neutre en émotion. C'est ce que je disais depuis le début, c'est qu'il ne faut pas croire en fait que cette représentation, elle n'a rien. C'est effectivement si vous prenez un chien par exemple, et si vous avez peur des chiens, quelqu'un qui a très très peur des chiens, va pas avoir la même analyse que quelqu'un qui a pu côtoyer énormément d'animaux et qui a une très forte proximité avec les chiens. La représentation, les marqueurs somatiques vont être complètement différents. Il y en a un qui va avoir la peur, ça va lui générer une forme de peur, même si on parle du concept de chien, dans tous les cas, le chien lui fera référence à la peur, alors que pour l'autre, le chien, ça sera un animal très jovial et sur lequel il pourra énormément échanger. Et donc, la question très importante, c'est que ces représentations ici, et les options qui sont possibles, elles sont affectées par ces états somatiques. Il ne faut pas penser en fait que justement les états somatiques liés en fait à ces images et connaissances relatives aux faits, elles sont neutres dans notre décision. Ces représentations, elles affectent profondément la manière dont on va analyser cette situation et donc déduire les options possibles. Et c'est en ce sens-là qu'on ne peut pas, dans le processus de décision, on ne peut pas déconnecter en fait toute cette expérience passée, disons cette représentation qui est liée au corps et qui est enregistrée après dans l'être humain, dans notre pédagogie et la didactique. Donc, quelle problématique pour les élèves ? Là, c'est de savoir comment on pourrait, en tant que professeur, gérer et évaluer les 3 savoirs nécessaires pour décider. Effectivement, cette situation, elle porte sur un contexte. Dans un contexte donné, vous avez une intention. L'intention, soit dans le contexte lui-même ou l'intention de l'élève, à énoncer un questionnement. Et donc, toute la question ici sur la situation demandant qu'une décision soit prise, en gros, c'est peut-être se poser des questions sur le générateur de diversité. Au lieu d'attendre une réponse toute faite en fait par l'élève, peut-être une voie possible pour comprendre en fait ces mécanismes de marqueurs somatiques serait de se dire il va falloir qu'il me signifie
qui me donne en fait la signification dans ses souvenirs, dans ses émotions, ce que traduisent ces représentations. Donc dans ce cas-là, on n'est plus dans une logique de dire donne-moi une réponse possible. C'est non, c'est cette réponse-là. Pourquoi tu as évoqué cette réponse-là? Quelle représentation dans ta tête ça t'a évoqué? Quelle émotion ces représentations elles te génèrent? Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se rendre compte que ces choix, ces options, si elles sont trop restreintes, il n'a pas pensé à tout, c'est justement qu'à un moment, il y a eu certaines formes de blocage. Et donc ça repense l'idée même qu'on peut se faire d'une bonne réponse. Et à quel moment, en fait, cette réponse n'a pas pu être bonne. Et en tout cas, ce rapport au corps et ce rapport aux représentations, c'est important de la prendre en compte dans notre pédagogie didactique. Et ça, si je reprends toujours avec l'espace de travail, on voit bien que, effectivement, vous avez une situation qui fait activer la perception. Et cette perception, le système d'évaluation fonctionne à plein. Parce que là, vous avez des marqueurs somatiques, vous avez le raisonnement, vous avez les décisions qui rentrent en compte. Et effectivement, après, vous avez des représentations qui sont en mémoire, qui vont se lier à ces marqueurs-là. Et donc là, on va vraiment travailler sur le moment où je perçois, le moment où j'évalue avec mes émotions, mes représentations, et quelles représentations j'utilise en mémoire. Donc là, on travaille d'autres processus cognitifs. Mais au lieu de demander une réponse toute faite à la fin, où ça ferait tout travailler en même temps, là, je peux focaliser sur qu'une partie des systèmes cognitifs. Alors maintenant, j'ai passé à la deuxième partie du triangle, sur les différentes options possibles. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va demander à l'élève, justement, une fois qu'il a dit ces différentes représentations, de donner ces différents choix possibles. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a fait un mauvais choix parce qu'il n'avait pas pensé à toutes les options, ou est-ce que, tout simplement, il avait toutes les options, mais il n'a pas fait le bon choix. Et donc, pour connaître ça, à quel moment dans la décision cela n'a pas fonctionné, il est important, en fait, que l'élève puisse fournir plusieurs réponses. Et l'évaluation n'est pas forcément sur le résultat directement, mais sur une partie du processus cognitif. On viendra en détail dans d'autres modules, mais c'est très important de pouvoir décomposer en fait les objectifs cognitifs qu'on donne à un exercice, et pas simplement directement d'attendre des résultats. Et donc là, par exemple, si je prends un cas simple, ce serait de se dire, on va expliciter les choix parmi une liste de réponses qui vont permettre de dire, tiens, effectivement, l'élève a pensé à ça, ça ou ça. Ça lui fait référence à ça. Et après, dans ces choix-là, il va après raisonner et essayer de trouver le bon choix. Mais c'est très important de pouvoir, en tout cas, avoir une vision de à quel point l'élève fait les liens dans sa mémoire et son système d'évaluation. Et effectivement, de la même manière, ici, ça fait travailler son évaluation, son système d'évaluation et sa mémoire. Et dernière chose, les conséquences sur l'avenir. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va expliciter le lien entre la possibilité et la conséquence immédiate dans l'avenir. C'est-à-dire, c'est de dire, voilà, j'ai telle option qui est générée, et cette option, pourquoi je la prends, pourquoi je ne la prends pas? Est-ce que j'ai laissé parler mon intuition? Est-ce que j'ai laissé parler mon raisonnement? Ou pourquoi à un moment j'ai choisi telle option? Il va évoquer possiblement certaines raisons, et justement c'est important de poser pourquoi il a fait tel choix de réponse. Est-ce qu'il a fait par conformité à la norme, parce que tout le monde va répondre comme ça? Est-ce qu'il a fait par peur de répondre? Est-ce qu'il a fait... En tout cas, il peut y avoir plein de raisons, que ça soit intrinsèque à lui-même ou à son environnement, ou même à la situation donnée, qui peut effectivement avoir des conséquences sur tel ou tel choix d'option. Donc c'est ce que je disais, rapidité de réponse, imitation, différenciation, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'effectivement, quand on se projette dans l'avenir, on ne prend pas une décision de la même manière si on doit la prendre dans 1 minute ou si on la prend dans 5 minutes. Et disons que dès qu'on active les options possibles, on n'est plus simplement dans une représentation, on va dire, simplement abstraite, abstraite au sens de notre cerveau, des représentations de notre corps, mais on est dans l'action. C'est le moment où l'élève va écrire, c'est le moment où l'élève va lever la main, c'est le moment où l'élève va pouvoir s'exprimer. Et donc c'est à ce moment-là où c'est très important aussi de pouvoir dire pourquoi, quand il s'est projeté, le contexte qu'a la classe a des liens avec ces conséquences-là.
Euh, hop, désolé. Je reprends. Je pense en inverse. Voilà. Donc, ce qui est important, là je reviens sur mes options possibles en fait, c'est que j'ai des images, des connaissances qui ressortent dans le cerveau, des représentations qui affectent, c'est des marqueurs qui affectent en fait des émotions qui vont affecter ma perception de ces images et ces connaissances. Or, il y a une deuxième chose, c'est que ces états, elles sont aussi stimulateurs. Je prends un cas simple. Si à un moment vous voyez en fait, je sais pas, un enfant débouler en fait devant vous, vous allez être pris de peur en fait, et si vous voulez, vous allez effectivement avoir l'attention et la mémoire de travail qui vont se mettre en route, et surtout l'attention de manière très très forte, mais l'émotion qui est générée va renforcer, va stimuler votre attention. Et donc, par rapport au raisonnement, par rapport au fait de raisonner, de résoudre certains exercices, il est important de mettre certains états somatiques, de mettre en phase en fait les émotions de l'étudiant pour le permettre de fixer son attention, de retenir le problème et ensuite d'utiliser sa mémoire de travail. Un étudiant en fait qui mettrait trop vite son attention au service en fait de trop de distractions, qui ne sera pas capable d'apaiser ses émotions, dans ce cas-là, aurait des marqueurs somatiques qui le desserviraient. Alors que justement, si on est capable de gérer ces états somatiques et se focaliser sur l'attention plus facilement, ça peut beaucoup plus aider. Et ça, ce qui est très important, c'est que l'attention et la mémoire de travail, elles vont modifier l'utilisation de ces marqueurs et ça peut être fixé par l'apprentissage. Donc le professeur a un impact là-dessus. Donc, comment on peut optimiser les générateurs de diversité et les options? Si je veux après aller... c'est que l'attention et la mémoire de travail, elle permet de faire émerger de nouvelles options s'ils sont fixés. C'est-à-dire effectivement, si son attention est mieux dirigée, si elle est mieux stimulée, et si derrière sa mémoire est mieux travaillée, cette capacité de mémoire et d'attention, en gros, elles vont permettre de dégager de nouvelles ressources. Et donc, c'est souvent une défaillance sur ces systèmes-là qui peuvent ne pas être suffisamment appuyés. Donc là, ce qui est important par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est très important de travailler l'attention et les mémoires de travail dans cette optique aussi liée aux émotions. Et là, pour une fois, entre une troisième composante qui est l'attention. C'est qu'effectivement, ça va faire travailler les mémoires de long terme et de court terme, l'attention, et tout ça aura un lien sur le système d'évaluation. Donc, dernière chose, l'idée c'est de dire, effectivement, vous avez des représentations qui affectent des marqueurs et vous avez des stimulateurs comme l'attention, en tout cas votre émotion peut stimuler votre attention et votre mémoire. Effectivement, par exemple, je prends un cas simple, si vous passez le code de la route, votre attention sera le jour J beaucoup plus fixée que lorsque vous vous entraînez, naturellement parce que vous êtes dans un état somatique différent. Et maintenant, la question à se dire, c'est que ces marqueurs, ils ont un dernier levier très important qu'on sous-estime souvent, c'est que quand je choisis mes options, quand je choisis la réponse que je vais donner, en réalité, ces marqueurs somatiques, c'est eux qui vont donner les critères de dire tiens, cette option pour moi c'est la plus importante. Et effectivement, si je prends le cas d'un enfant qui traverse autour d'une route, les marqueurs somatiques vont dire voilà, j'ai différentes options possibles. L'option que je vais faire, c'est l'option du réflexe. Donc je vais faire marcher à fond mes émotions, mais en tout cas, c'est ces marqueurs-là qui vont faire que je vais choisir de freiner très vite, très fort. Et de la même manière, c'est ces marqueurs ou la non-activation de ces marqueurs qui vont permettre le fait de laisser la rationalité, de laisser en fait le raisonnement émerger par rapport à ces critères. Donc le lien au corps, la manière dont chaque émotion est liée aux options, ça va créer des hiérarchies dans les solutions possibles. Et c'est comme ça que je vais sélectionner mes différentes options. Et effectivement, il va falloir peut-être qu'on inhibe, on le verra plus tard, on inhibe certains marqueurs, certaines émotions pour pouvoir laisser parler le raisonnement. Et donc,
l'idée, la problématique pour les élèves, c'est comment faire prendre conscience du choix lors de la décision. Parce qu'en fait, la sélection d'une réponse se fait à la fois sur des critères objectifs de logique, mais pas uniquement. Comme je viens de l'évoquer, sur l'intuition, les émotions, elles sont impliquées. Et donc, dans ce cas-là, il faut expliciter les critères de choix. Si vous avez 3-4 options, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà, l'option 1, je la prends parce que ça, l'option 2, je la prends parce que ça. Et il va expliciter, il va déconstruire en fait son processus cognitif de décision. Et c'est le but, pouvoir évaluer ces processus cognitifs-là. Et là, ça fait plus spécifiquement marcher la mémoire et surtout le système d'évaluation. Donc voici pour la deuxième partie liée au corps et à l'esprit.